Question du racisme d'État et des violences policières. Au sein de différentes organisations, de différents collectifs, en fait, on essaye de s'organiser, en tout cas pour porter cette parole. On est extrêmement heureux aussi de voir en fait, qu'il y a des nouveaux collectifs en fait, qui s'organisent avec de nouvelles façons de militer, qui étaient peut-être un peu nus, et en tout cas c'est extrêmement plaisant à voir. Et donc pour cette fin d'après-midi, on va avoir pas mal de prises de parole différentes à la fois des organisateurs de ce soir et puis de poètes, de chanteurs, de chanteuses qui vont venir partager en fait un peu leurs paroles dans le cadre de cette mobilisation. Et pour commencer cette prise de parole, on va lire le communiqué avec Saïd, Lansana et Pauline. Si vous voulez bien venir, Mathis, pardon, regardez Pauline, si vous voulez bien venir lire le communiqué que vous avez écrit. La vie des Noirs et des racisés compte aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Le meurtre de George Floyd par un policier. Le meurtre de George Floyd par un policier le 25 mai s'ajoute à la liste des Noirs assassinés par la police aux États-Unis depuis des années. Ce que n'a de cesse de dénoncer depuis 2013 le mouvement Black Lives Matter, appuyé par des syndicats de plus en plus nombreux aux États-Unis. Le meurtre de George Floyd, les images de son agonie sous le genou du policier rappellent d'une manière glaçante que le racisme est structurel aux États-Unis. Les crimes racistes de la police y sont impunis en raison même du fait que les Noirs y sont des citoyens et citoyennes de seconde zone. Parce qu'ils sont descendants d'esclaves dans un État qui a été construit par des descendants d'esclavagistes. Et aujourd'hui, ce sont les premières victimes de la pandémie Covid. Rien n'a changé, clament aujourd'hui les manifestants partout dans le pays. Les suprémacistes blancs continuent à parader en toute impunité, capuches et robes blanches dans les cortèges soutenus par Trump et sa clique. On ne peut s'empêcher de faire aujourd'hui le rapprochement avec la conduite de la police, excuse-moi, je vais reculer, dans d'autres pays. Le meurtre d'Adama Traoré en France en 2016, avec les dernières conclusions médico-légales d'experts, entre guillemets, dont la spécialité médicale est loin d'être en rapport avec les causes de sa mort. Tout ça nous laisse voir la volonté d'étouffer l'affaire et de dédouaner la police de sa responsabilité. Les contrôles de police, les insultes, les violences racistes dans les quartiers français pendant le confinement font directement écho à ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays comme le Brésil qui a à sa tête un président ouvertement raciste. La police française semble aujourd'hui jouir d'une impunité sans limite dans les quartiers populaires en premier lieu. En France aussi, les personnes noires et les personnes racisées en général sont victimes de racisme et font partie des populations les plus vulnérables face à la pandémie. En France, c'est le gouvernement Macron qui, comme ses prédécesseurs, mais dans des proportions encore plus terribles et inquiétantes, c'est eux qui alimentent, qui couvrent et qui amplifient les violences policières. C'est ce gouvernement qui est responsable, car c'est lui qui donne les ordres à la police, contre le mouvement des Gilets jaunes, contre les mouvements sociaux, contre les jeunes des banlieues, sous l'état d'urgence sanitaire qui n'est qu'un prétexte pour interdire les manifestations. Ces violences se sont multipliées dans les banlieues, suscitant l'indignation légitime de la population. Nous réclamons l'arrêt de l'état d'urgence et l'abrogation des lois liberticides qui visent à limiter les libertés individuelles au profit d'un État toujours plus policier. C'est qui là ? Tiens, alors ça là. Je ne vais pas faire une lecture, mais je vais témoigner. Témoigner de la réalité dont moi-même j'ai été victime, mais aussi être témoin de ceux qui ont été victimes de ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, qu'on appelle le racisme.
ne suis pas là pour donner un cours, je ne suis pas un spécialiste, mais aussi je suis activiste auprès des associations qui défendent la liberté. La liberté dans une république qu'il a mis dans ses valeurs, qui est la France. On n'a pas besoin de nous apprendre qu'est-ce que c'est en fait. Dans ce pays, j'ai été témoin à l'hôpital où une femme qui a fait une fausse couche, qui a passé toute la nuit à saigner, et le lendemain, le médecin-chef, le gynécologue, sous un soleil de plomb, qui vient conseiller à cette femme-là qui peut rentrer à pied. Juste parce qu'on l'avait dit qu'elle est demandeuse d'asile. C'est-à-dire personne n'ayant non-droit. J'étais là et j'avais réagi conséquemment à cela. Moi-même qui vous parle, j'en suis victime aussi. Mais ce qu'on va éviter, comme on le dit que le silence, l'a dit mon ancien président, devant un crime, c'est un crime. Si nous tous, tout ce qui se passe autour de nous, on se dit que ce n'est pas notre problème. Dans un monde du 21e siècle qu'on est en train de traverser, c'est qu'on est criminel, on est coupable quelque part. Aujourd'hui, nous nous sommes tous réunis ici parce qu'on s'est senti indigné de la mort de Georges, de la façon dont il a trouvé la mort, l'atrocité, la douleur. Cette indignation-là a choqué tout le monde. Et puis, on se réunit pour défendre. Mais le problème, il y a combien de Georges derrière les murs, derrière les maisons, qui ont vécu cela. Et nous sommes témoins de tout ça. Donc moi, j'interviens aujourd'hui que la conscience de tout un chacun peut l'interpeller pour dénoncer ces genres de pratiques. Et je rajoute, pour ceux-là qui veulent se faire des héros quand ils se font interpeller par la police, si le monde s'est senti indigné aujourd'hui de la mort de Georges, c'est parce que M. Georges, dans un monde comme l'Amérique qu'on connaît, qui sont capables, la presse et les conservateurs qui sont là-bas, je ne sais pas de quoi ils conservent, seront capables de transformer ça s'il avait réagi contre la police pour se faire arrêter. Donc, essayons d'être conciliants. On n'a pas besoin, nous sommes dans un pays de droit. Lorsqu'on se fait interpeller par la police, s'il vous plaît, obéissez. La violence, ça ne sert à rien. C'est tout ce qui provoque. Ça, c'est du côté d'eux. Et les policiers aussi. Vous exercez un métier noble. Lorsque vous sentez qu'il y a des individus parmi vous qui ne représentent pas cette valeur-là. Mais, c'est ce que je dis. Le silence devant un crime est un crime. S'il vous plaît, dénoncez-le. Voilà ce que moi je veux rajouter sur ce qui s'est passé. Et je remercie pour votre attention. Et voilà ce que... Claudia, vous voulez nous parler aussi de la situation au Brésil? Je voulais parler de la situation pour tout le monde. Là, on parle de racisme. Là, on parle d'un système qui choisit les personnes qui vivent et les personnes qui meurent. Et personne ne gagne avec le capitalisme, sauf les gens qui gagnent toujours. Nous, pour sortir, on a peur. Pour être ensemble, on a peur. Moi, je n'arrive pas à respirer. Chaque noir qui décède, c'est une personne qui décède en moi. Il y a beaucoup d'années qui ont subi des violences policières. Il y a beaucoup d'années qui enfin décèdent. C'est mon dernier, un gamin de 5 ans, il était décédé au Brésil. À chaque 23 minutes, un jeune noir qui a tué, et la police est génocide dans mon pays. Et la police, elle est génocide partout. Si nous, on croit que c'est possible de changer le monde, c'est le moment de le faire. Parce que le capitalisme, il dit que c'est lui qui va gagner. Et je sais que nous, tous ensemble, c'est possible de changer la chose. Moi, je voulais respirer. Je voulais tout l'enfant, noir, blanc, bleu, n'importe quel, sortir, jouer, être contente et joyeuse.
C'est fini le racisme. Basta de violence et on brise le silence. On va parler toujours. Parce que si je ne parle pas, je meurs. Si je suis en silence, je meurs. J'ai le droit de vivre comme être humain que je suis. Merci.